collègues. Et donc, je préside une ONG marocaine qui s'appelle l'Espace de Solidarité et de Coopération. Je suis également membre fondateur d'un collectif marocain pour les associations qui s'occupent un peu d'environnement, mais je suis également membre d'un groupe de réflexion qui est animé par le WWF et financé par la Fondation MAVA. Et je tiens donc à remercier le comité d'organisation qui m'a donné cette opportunité de parler d'une zone humide qui m'est très chère parce que je suis un riverain et donc c'est un exemple parmi tant d'autres au Maroc. On pouvait parler de la dune Smir, on pouvait parler de la zone humide de Tahdert, maintenant à côté de Azila et Tanger. On pourrait parler de la zone humide de Oued Shpika qui est en train d'être dégradée. On pourrait aussi bien parler de la lagune de Nador que Madame a tout à l'heure évoqué. Donc, le problème des zones humides, c'est vraiment un grand problème pour le Maroc. Donc, le plan que je vais suivre, je vais essayer un petit peu de vous situer géographiquement la zone de la Moulouia pour ceux qui viennent de loin. Je vais essayer de parler un petit peu de l'importance biologique, d'un diagnostic qui a été effectué dans le cadre d'un projet Medwed pour montrer le dysfonctionnement du cycle en 2005, et après un diagnostic qui a été fait par les ONG locales en 2010 et qui est venu après le projet, et d'une mission consultative qui a été faite par Ramsar, qui a été donc effectuée suite à la demande de l'administration, mais surtout suite aux alertes des ONG qui n'ont cessé de crier alerte pour cette zone humide. On essaiera donc de conclure avec quelques recommandations qui ont été aussi bien faites par la mission consultative de Ramsar que par nous. Donc, le cible ou la zone humide de la zone Moulouia se situe, je n'ai pas la souris ici pour vous montrer, mais c'est à l'extrême nord du Maroc, nord-oriental un petit peu, et la Moulouia qui prend ses origines entre le Haut et le Moyen Atlas vient donc se déverser sur la côte méditerranéenne au niveau du littoral de Saidia, entre Saidia et Cap de l'Eau. Ça, c'est une ancienne image satellitaire qui montre donc la zone avant l'installation de la nouvelle station balnéaire qui a été installée ici au niveau de la marina qu'on peut voir ici. Donc on peut constater que toute cette zone était naturelle et la Moulouia qui avait changé entre-temps son embouchure un petit peu vers l'ouest. Donc, sur cette nouvelle image qui est plus récente, 2009, on vient de voir ici la nouvelle station qui vient, pour moi, il vient chevaucher sur la zone humide. On dit dans les papiers officiels qu'il est limitrophe à la zone humide, mais la zone humide, naturellement, il a été piétiné par ce grand projet, cette méga station qui vient donc être installée. On peut constater aussi, on peut voir ces infrastructures en bleu, c'est un canal qui a été donc installé récemment et qui n'apparaît pas dans l'ancienne image satellitaire, et en rouge, une route de contournement qui vient aussi traverser à ce niveau la zone humide, et comme vous le savez, en tant qu'expert, les voies d'accès, les voies de contournement, les canaux, quand ils traversent une zone humide, automatiquement, c'est la fragmentation des habitats, c'est les dégradations, c'est des conséquences, c'est vraiment cela. Et malheureusement, toutes ces infrastructures étaient réalisées. On avait demandé que ça soit fait des études d'impact, mais rien n'a été fait dans ce sens pour au moins avoir une idée sur les impacts qu'il allait avoir sur cette zone humide d'une importance internationale, parce que le gouvernement marocain, il avait classé cette zone comme un site d'intérêt écologique. Déjà, la Commission nationale, il l'avait classé en tant que tel en 1996, et ça a été désigné par la Commission des experts comme il a été proposé donc à Ramsar pour être pris en charge comme site Ramsar le 15 juillet 2005, et il a été répertorié sur le numéro 1478, mais je vous demande de noter cette dissymétrie qui existe au niveau de l'embouchure de la Moulouia. Donc l'équipe des experts ou des gens qui étaient chargés de faire la limitation du zone à ce niveau, cette dissymétrie
il y a une amputation du bras droit de la zone humide au détriment des aménagements et des pelles mécaniques et des traxes qui ont éliminé une grande junipérée qui existait depuis des millénaires. Il y avait ici une junipérée unique qui a fait l'objet d'études d'un doctorant, professeur marocain, doctorat et qui était bien noté dans son doctorat. Le projet est fini après, excusez-moi, je sais. Alors là, il y a la proposition, ça a été fait en 2005. Le projet, ça a été signé en 2003. Et entre les deux, je comprends qu'il y a eu une pression sur la commission technique qui a fait des propositions. Parce que moi, si j'étais dans la commission en tant qu'ONG, je vais refuser. Je vais dire que, écoutez, il y a une junipérée qui existe là depuis 6000 ans, qui existe depuis l'embouchure jusqu'à la marine. Il est là, je ne peux pas cautionner, je ne peux pas signer pour dégrader cette junipérée. Faites votre aménagement, mais sauvegardez cette junipérée parce que c'est un patrimoine international, il est là et on devrait le prendre en considération. Malheureusement, le plan officiel qui a été proposé, donc ça a imputé, et les gens qui existaient là, ils ont vu de leurs yeux, les gens qui aimaient la nature, ils étaient vraiment très choqués quand ils voyaient des traces en train de renverser des junipérées, des genévriers rouges. Donc voilà pourquoi on a donné cette importance à ceci, vu sa richesse en biodiversité, la faune, la flore. Je ne vais pas trop m'attarder, parce que ça c'est un rapport qui a été fait par des experts éminents et qui se trouve donc dans la paperasse, dans la bibliographie. Vous avez la végétation qui a été divisée dans 3 formations. La première, c'est des dunes, la rectamée, la mofila, la sarsola et tout ça. La deuxième formation, c'est celle des rivières, les bordures de la rivière, et la tamaricier, la junipérée, la jonchée. Il y avait aussi la végétation des plaines salines, donc il y a une très grande richesse des flores, de la flore, de la faune, et de la faune aussi sur place. Il y avait donc un diagnostic de 24 espèces qui ont été identifiées sur place. Des herbétophones aussi, 23 espèces qui ont été identifiées, et certains qui étaient endémiques à la région. Et pour le moment, pour les retrouver, il faut se réveiller très tôt, il faut les chercher. Ça devient de plus en plus rare. Du point de vue ornithologique, une grande richesse. Les ornithologues étaient ravis de diagnostiquer entre 200 à 210 espèces sur place. Il y en a qui sont endémiques, 39 endémiques, des rares, des menacées, des espèces reproductrices, des hivernantes. Donc c'est un paradis d'oiseaux qui existait sur place. Et le matin, moi j'ai entendu dire par l'observatoire comme quoi l'ornithologie ou l'avifaune est en train de prospérer en tant qu'observateur, en tant que de personnes de terrain. C'est tout à fait le contraire de mes impressions. Les oiseaux qu'on voyait autrefois, eh bien, ils deviennent de plus en plus rares, surtout au niveau de ceux-ci. Donc, dans un premier diagnostic qui a été effectué à l'occasion du projet de Medmed Coast, le site de Montréal avait bénéficié dans ce cadre d'un programme, et donc il y avait un diagnostic par des experts, et qui a donné en bref, en gros, quelques comme la perte d'habitat, comme la transformation d'habitat, des modifications du fonctionnement hydrologique et la qualité de l'eau, vu la perte de la biodiversité, ça a été noté dans ce diagnostic, perte de valeur esthétique. Mais après le départ des experts, nous, on avait souhaité qu'il va y avoir une amélioration, parce que le projet, il avait un diagnostic, et en même temps, il avait établi un plan de gestion, et donc, on souhaitait la mise en œuvre de ce plan de gestion pour améliorer la qualité, la gestion et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça ce qui est malheureux. Donc, ce que nous avons constaté après le départ de ces experts, c'était vraiment atroce. On avait aménagé ces parkings pour un petit peu garder la fonctionnalité du site, mais c'est le contraire qui s'est passé. Il y avait des pistes, de nombreuses pistes d'accès qui ont été ouvertes. Donc un piétinement, les véhicules qui transgressaient le compi qui était réservé pour le stationnement et venaient donc entrer dans la végétation. Il y avait des déchets solides, des trucs aménagés de la station touristique donc, qui étaient jetés dans le site. Il y avait des panneaux publicitaires géants, je ne sais pas pour quelle raison, installés dans le site.
Il y avait aussi, comme on voit ici, des déchets qui étaient jetés et brûlés dans le site. C'est qu'il n'y avait plus de respect envers le statut de site. En plus, à côté, il y avait une marina qui avait mal fonctionné au départ et qu'on devait donc corriger la faute par une autre faute, par une grande digue qui allait donc influencer sur le rivage du site. Et pendant 1-2 années, on avait vraiment très peur et on avait assisté à une érosion, mais vraiment du jamais vu. À l'œil nu, on voyait des cordons dunaires disparaître dans la mer à vue d'œil. Il y avait des photos, il y avait des vidéos que vous pouvez revoir sur YouTube. Ici, c'est une photo caractéristique qui montre la végétation dans la mer, chose dont on ne peut pas exister. Vous voyez donc l'érosion qui se faisait au jour le jour pendant l'installation de cette nouvelle digue de la marine. Ce cordon, il n'existe plus maintenant. C'est un cordon qui donc protégeait un petit peu le site de l'intrusion marine. Il n'existe plus. Vous voyez la vitesse de l'érosion, grande vitesse d'érosion, des quantités énormes de sédiments. Et là, vous voyez donc un phénomène à la suite de ça, de cette érosion. Il y avait l'intrusion. Ça, c'est des baigneurs qui étaient installés là. La mer, c'est de l'autre côté. C'est pas de... Ici, c'est le côté du site. Hein. Et il y a une petite vague qui est venue. Il s'était introduit dans tout le site. Nous avons remarqué aussi le défrichement des zones qui étaient salées, où il y avait de la végétation anophile et qu'on commençait à transformer pour l'agriculture. Automatiquement, ça ne va pas marcher pour l'agriculture, comme on a dit. Ça ne marchera pas de toute manière. Donc un autre facteur, c'est celui de la pollution, parce que la station balnéaire et les aménagements et les villas, ils vont fabriquer quelque chose qui s'appelle les eaux usées, qu'on devrait mettre quelque part. Et donc le choix qui a été opté, c'est faire une station juste à côté dans le site, qui va déverser par la suite dans le site. Et là, on n'était pas d'accord sur ça, malgré que le traitement il est vraiment rudimentaire, comme on vient de voir ici. C'est un lagunage qui ne donne rien. Juste après le remplissage, il se déverse dans la nature et qui va dans le site. Ici, c'est juste à côté des villas de la station balnéaire. Il y a le problème des eaux usées qui est actuel en cours. On disait qu'ils vont le traiter, ça fait 2010, 2011, avec 2012, et le problème, il persiste toujours des eaux usées de la station touristique. Il y avait une autre infrastructure, comme on l'a vu dans la première photo satellitaire, celle du canal. Le canal, il a traversé, on s'était interposé entre les tracts de l'entreprise pour dire, on avait lancé un communiqué sur la presse pour informer qu'en quoi ce canal il va impacter négativement sur la zone humide. Malheureusement, on n'a pas été écouté, ni pour le canal, ni pour la voie d'évitement. Vous voyez, ici, c'est la voie d'évitement qui ont traversé sans tenir compte du statut particulier du site. Là, c'est le canal qui est bétonné. Donc, les aménagements touristiques qui sont effectués dans le site de la Moulouia, qui ont été et dans son voisinage immédiat, sont réalisés sans tenir compte du statut particulier de ce site et sans tenir compte de sa valeur écologique et son importance pour la biodiversité. Aucune étude d'impact prévue par la loi marocaine, parce qu'il y a une loi marocaine qui impose une étude d'impact pour tout projet, quel qu'il soit son propriétaire. Donc aucune étude d'impact prévue par la loi marocaine n'a été effectuée pour prévenir les préjudices et les dommages du site. Donc les travaux qui ont été effectués par les services de l'État, notamment par l'ONEM, pour les réalisations de l'ASTEC, par le ministère des Travaux publics, pour la réalisation de la voie de contournement, pour l'agence du bassin de la Moulouia, de l'agence hydraulique de la Moulouia pour la réalisation du canal d'évacuation, ou par la direction des ports et du domaine maritime pour la construction de la digue de la marina, risque de causer des dommages irréversibles à la nature et à la biodiversité du site de la Moulouia. Donc on peut le constater ici, ça c'est de l'eau qui venait d'une source qui s'appelle Enzbda et qui alimente le Bramor, qui est une zone humide où viennent stationner les flamants roses, la sarcelle-macrée et les oiseaux migrateurs qui viennent, et vous voyez qu'il a été desséché à ce niveau. Et donc on a dû crier, et donc cette végétation luxuriante qu'on voit ici, c'est une image qui est un peu ancienne. Là aussi, c'est une image ancienne qui montre un petit peu la densité des flamants roses qui venaient dans le bras mort.
Et voici la réalité qui a existé en 2010. Ça, c'est une photo après le dessèchement de la zone humide. On voit le dessèchement, la putréfaction, et ça sentait vraiment très mauvais. C'était vraiment très dommage d'arriver à ce stade, et il fallait donc crier pour un petit peu sensibiliser le gouverneur qui a mis à notre disposition des tracts pour arrêter les eaux. On a soumis 2 bateaux d'eau pour permettre à l'eau de réalimenter le bras mort de la Mouria et qui a sauvé momentanément la situation. Alors, après ces événements, il y a eu 2 événements internationaux. Celui de la conférence mondiale sur la biodiversité, la CTP. Donc, après analyse de la situation, il a octroyé aussi le globe gris. Et le globe gris, c'est une alerte internationale au gouvernement pour prendre conscience de la situation et essayer d'apporter des solutions pour sauver le site. Et il y avait aussi cette commission de Ramsar, une commission consultative pour venir sur place et qui a constaté, il y a un rapport pour ceux qui sont intéressés, c'est le rapport numéro 71, il est sur le site de Ramsar, vous pouvez avoir accès donc au constat, le constat de la situation et surtout les recommandations. Les recommandations sont très intéressantes et devraient être, à notre avis, devraient être mises en œuvre par notre gouvernement. Ça pour essayer. C'est des recommandations qui concernent le site Ramsar de la Monouia, mais aussi des recommandations à l'échelle nationale pour les zones humides. Le matin, j'étais très heureux quand j'ai entendu parler de la stratégie nationale pour sauvegarder les zones humides. J'étais très heureux parce que c'était une des recommandations de cette commission qui est venue. On remarque ici Mme Alexia Dufour, ici le consultant Patrick Trippé, et là notre cher professeur Taki, et avec toute l'équipe des eaux forêts et des services régionaux. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les recommandations, juste souligner quelques recommandations qui sont un petit peu intéressantes. Par exemple, pour le statut maintenant, il est temps donc d'avancer un petit peu plus vers les aires protégées et émettre donc, selon la loi 2207, un statut d'aire protégée pour les sites, pour mieux les protéger. Donc réviser, actualiser, valider le plan de gestion. Mais le plan de gestion, on a eu une à l'occasion de Medvedkos et une à l'occasion du projet Smart 3, et ils sont là. Ils ont été déposés dans les administrations et ils ne sont pas mis en œuvre. Donc, il faut les mettre en œuvre. Donc, nommer une structure. Dans le matin, on a parlé de la stratégie nationale de sauvegarder les zones humides, mais la concertation, il y a différents intervenants. Comme tout à l'heure, nous avons vu 4 ou 5 ministères qui interviennent dans le site, et chacun, quand il veut réaliser un projet, eh bien, il ne va pas se concerter avec les autres, ni avec la population, ni avec l'administration, et il vient avec ses traces. Donc il est temps de responsabiliser une structure en bonne et due forme qui sera responsable, un interlocuteur à qui on peut s'adresser et pour donc avancer dans cette structure. Mettre en œuvre des mécanismes de concertation avec tous les usagers, les riverains, les ONG, les administrations entre eux, pour un petit peu avancer la chose. Ça, c'est une bonne situation avec la station à côté pour apporter des trucs compensatoires aux effets sur le cible, et il y en a. Les recommandations d'ordre écologique, ça concerne la station, sur le mode de traitement, mais surtout sur les eaux. Quand on traite les eaux, généralement, il devrait y avoir un plan de réutilisation des eaux. Maintenant, la technologie, c'est pas ça, et la réutilisation, c'est pas ça, il y a la forme et c'est tout. On devrait vraiment penser à réutiliser, à traiter de bonne façon les eaux usées et à les réutiliser, soit pour l'agriculture, soit pour les golfs. Il disait dans le temps, c'était pour les golfs. Donc, recréer, renforcer le cordon dunaire qui a disparu suite à l'érosion de l'hiver, prendre des mesures de conservation et de réhabilitation de la junipérée. La junipérée, il a été complètement rasée, il reste maintenant quelques spécimens qu'on souhaite réserver. Recommandation de gestion et de la fréquentation des activités humaines, parce que la station, elle a pris un front, ce qui restait de la plage. Il y avait un front de mer de 6 km. Il a été complètement
à 100% donné à cet aménageur qui a donc pris pour lui les 6 km sans laisser aux citoyens un accès libre pour accéder à la plage. Donc, pour y aller à la plage, les gens, ils vont du côté du cible et nous avons maintenant une concentration excessive pour le cible qui ne peut pas supporter, aussi bien des véhicules que pour les personnes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et il y a d'autres recommandations pour ne pas trop relatives à la recherche scientifique. Ceci donc pour l'ornithologie et pour les autres pour faire un état, pour faire une comparaison. Il y a eu des études qui étaient faites en 2005, maintenant il est temps de voir vraiment l'état de la biodiversité de cette zone. Des recommandations au niveau national, donc prendre en compte dans les projets de développement la proximité des sites Ramsar. Quand il y a un site Ramsar, il faut le prendre en tant que tel et respecter son statut et veiller à leur conservation, voire à leur mise en valeur par le développement d'activités de découverte et de sensibilisation du public, valider dès que possible sur la base des documents déjà rédigés et actualisés une stratégie nationale de préservation des zones humides. C'est la stratégie qui a été exposée le matin. Donc d'autres recommandations. Bon, après la mission consultative de Ramsar et après le projet de Medway Post, on souhaitait améliorer la situation. Mais après ce rapport numéro 71, après ces recommandations et tout, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on avance un petit peu ou bien on continue à reculer? 7 mois après ce départ de cette commission de Ramsar, nous avons enregistré la plus grave catastrophe qui a eu lieu sur la Moulvia. Il y a eu des déversements des produits chimiques d'une société sucrière, d'une usine à Zaïou, donc qui a tué pratiquement tous les poissons, pour ne pas dire toute la biodiversité sur 600 km, sur 50 km de la Moulvia. Depuis l'effluent de Ouad Tha, ou Sebra, donc à son confluent sur la Méditerranée, sur la Moulvia, depuis ce point jusqu'au rivage, eh bien, tout a été rasé. C'est un produit chimique qui sont utilisés au niveau de cette usine pour le nettoyage, comme la soude, comme le formol, comme l'acide. Il y a 5 produits, nous avons recensé 5 produits chimiques qui sont déversés à des moments bien précis de la journée. Et le problème, il a eu lieu pendant cette période de fonctionnement, entre mai et juin-juillet. Après la période, eh ben, les choses y reprennent, il n'y a plus de la pollution qui est notée. Ici, c'est un balcon. Qu'est-ce qui a été fait à cette usine? Pour le moment, seuls les ONG qui ont plaidé, ils ont déposé une plainte au niveau du tribunal et malheureusement, les administrations n'ont pas suivi. Les administrations concernées, bien au contraire, ils ont même essayé de protéger quelque chose qui est prouvé. Ils ont suffisamment de laboratoires parce qu'ils vont faire du tort aux renommées de nos laboratoires. S'ils n'arrivent pas à montrer qu'il y a des produits chimiques sur place, on ne va pas... Parce que la pollution organique ne peut pas tuer des moutons ou des vaches. La pollution qui a eu lieu a tué des vaches et des moutons. Nous avons des listes. Des vaches, oui, des vaches. Oui, on va faire. Est-ce qu'on peut intervenir quand même? Je vais terminer. Ici, c'est un barbeau et il prend le nom de la Moulvia, le Barbus mouliensis. Ici, c'est une carpe et une anguille pour dire que toutes les espèces ont été atteintes. On peut trouver tous les poissons qui vivent dans la Moulvia sur les rivages, ils étaient jetés là sur place. Et donc c'était vraiment catastrophique. Et ça arrive à peu près une fois tous les 10 ans. La dernière catastrophe qui a eu lieu, c'était à peu près 10 ans. Et quand on a suivi, prospecté les rives de la Moulvia, on est arrivé donc à cette usine et à ces produits chimiques qui sont utilisés par l'usine et qu'on ne veut pas reconnaître. Les responsables de l'usine ne veulent pas reconnaître comme quoi il y a des produits chimiques. Par exemple, ici, c'est la soude caustique. Et on sait qu'il y a du formol qui sont utilisés dans l'usine et que personne ne veut reconnaître. Voilà
Ça, c'est une image de l'effluent qui est rejeté de l'usine. Et je vous garantis, parce que c'est moi qui ai pris la photo, on ne peut pas se tenir à côté de cet effluent, vu les odeurs. Vraiment, c'est piquant, c'est vraiment très grave. Et les chèvres ou les moutons qui passent par là, qui ont soif, et bien, s'ils boivent, ils ne peuvent pas dépasser 400 mètres de loin et ils tombent. Dans un moment, ils n'ont plus la force de se relever pour mourir. Voici donc la cause. Nous sommes allés voir les responsables de l'usine. Le jour où on est allé sur les 6 bassins qui n'avaient pas fonctionné pendant la saison, cette dernière saison, il y avait 15 qui étaient en train d'être remplis parce que dans la télévision, on avait parlé de la mortalité des poissons à la Mongolie. Et on commençait à réutiliser les bassins. Cette année, il n'y a pas eu d'utilisation des bassins. Ce n'est qu'après la mortalité des poissons que les responsables de l'usine se sont réveillés et disent « Ah, on a fait du tort à la Moulouya et à ses riverains » et ils commençaient, et nous avons des témoignages comme quoi ils déversaient directement dans une conduite qui s'appelle le TK4. Ils ont une nomination de cette conduite qui est dangereuse, connue dans l'usine, qui porte des produits dangereux et qui sont déversés entre 1h du matin, 2h, 3h, quand on peut les gens dorment. Donc malgré les eaux usées qui sont déversées par les communes urbaines, par exemple ici c'est les eaux usées de la ville de Zaïou, mais ces eaux, ils sont là toute l'année, donc c'est une pollution organique qui peut être un peu dissoute dans l'eau et qui ne peut pas porter cette gravité de pollution comme la pollution chimique. Il y avait une pollution organique, mais surtout c'est la pollution chimique qui a entraîné cette mortalité. Donc, dernièrement, il y a eu aussi cette question de détournement de l'effluent qui vient d'Enzibda pour alimenter la zone du bras mort de la Moulouya. Et comme on voit ici, ça commence à être desséché et l'eau à être pétrifiée. Là, cette situation, c'est le mois passé, mais ça prévaut et ça s'empire. Ce qui est malheureux dans l'affaire, il y avait une commission sur place où il y avait toutes les administrations concernées. Il y avait la wilaya, il y avait la province de Berkane, il y avait les eaux forêts, il y avait l'agence du bassin, il y avait le département du ministère de l'Environnement. Et on avait signé un PV comme quoi les travaux vont être entrepris le lendemain, c'est-à-dire le 31/12/2011. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre administration et on laisse des choses comme ça pendant des mois alors qu'il s'agit d'un travail d'une journée avec des tractopelles pour rectifier le tir. Voilà aussi quelque chose de très récent, c'est des constructions et là il y avait des administrations qui sont de notre côté qui ont dressé le rapport aux directions centrales pour dire qu'il y a un abus des autorités pour autoriser des constructions en dur dans le site. C'est très bien que dans le site, il ne devrait pas y avoir des constructions en béton, en trucs. On doit faire des trucs en bois ou des trucs provisoires, mais pas avec des... Ça y est, je termine. Pas avec des tractopelles, pas avec des pierres. Donc, je laisse donc la conclusion. Je laisse à vous. Rapidement, quelques suggestions pour rappeler les recommandations de Ramsar. Alléger la pression des estivants sur le site pendant l'été. Assurer la réalimentation sédimentaire du site du rivage de la plage. Conserver le débit environnemental de la Moulouya. C'est très important. Revoir la technologie de traitement des eaux usées et son exutoire pour la réutilisation des eaux épurées et traitées. Assurer l'écoulement des eaux qui proviennent de l'Enzibda et des services et des sources avoisinantes qui alimentent le bras mort de la Moulouya et des marécages de Shralba. Protéger la Moulouya de la pollution chimique et organique émanant des unités industrielles, agricoles et urbaines. Le recrutement des copains. L'État a investi des sommes énormes. Le projet Medvedkos, il a avancé des chiffres extraordinaires pour investir dans le sud de la Moulouya. SMAP 3 aussi. Et pour recruter 2 bonhommes, 2 riverains qui sont là, ça c'est difficile pour l'administration. Et je vous remercie pour votre... Merci beaucoup. Alors, malgré l'intérêt du